Salut à tous. Bon, pour commencer, merci à Romain. Merci pour ton soutien. Dans cette vidéo, on quitte la famille de Ramiro, celui qui avait fait le confinement avec nous à Morteros. On va visiter le mercado principal de Mérida avant de prendre la route. Direction, je ne sais pas où, mais on fait la rencontre de Francisco. Et finalement, on finit chez les padres, les pères. Alors, c'est pas les pères chartreux. Dans un monastère. Qui font du café. Donc, on va voir un petit peu cette fabrique de café, cette plantation de café. Après, on visite une ancienne hacienda qui faisait aussi du café. Et on finit chez les copains de Francisco à faire un petit barbecue. Et vous verrez tout ça dans la vidéo. Bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bisous bisous. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. On est toujours dans le terrain de la famille de Ramiro. Maintenant le truc c'est que on va voir si on arrive à faire demi-tour. Parce que c'est pas si simple en vrai. Le terrain paraît grand comme ça, mais le camion lui est très grand. Et ça penche. Heureusement que je suis pas dedans parce que j'aurais peur. Maintenant, faut qu'il arrive à passer sans arracher le portail. Et parce que si on s'entend en marche arrière, il y avait aussi le câble qui était en travers et on ne peut pas sortir. Enfin, il aurait fallu le lever. Là, le truc, c'est qu'il faut qu'il tourne. Alors, je crois qu'il emmène avec le cul le portail quand il va tourner. Hop, juste, ça passe. Voilà, en fait, ça le faisait. Maintenant, là, c'est le plus dur, je pense, pour repasser ce petit portail. Gracias. Ciao, gracias. Moi, j'aimais bien comme ça. Tout le monde très sympa, hein, comme d'habitude. Ouais. On va faire un petit tour au marché central et après, je pense qu'on prend la route, on quitte Mérida. Allez, cette fois-ci, on vous emmène dans le mercado principal au Venezuela, à Mérida. Ça a la même odeur que Bolivie, les mercados centrales et tout, trop bien. On va faire un petit tour et puis s'il y a des trucs intéressants, je vous montrerai. Ouais, c'est un peu le même style que Bolivie. C'est des choses qu'on n'avait pas fait depuis longtemps, hein, finalement. La couture, et un peu de tout, quoi. Petite ferreteria. Bon, il y a beaucoup d'artisanat dans cette partie-là, et moi je voulais un hamac marqué avec le drapeau du Venezuela, comme celui-là, avec les étoiles, et marqué Venezuela comme là, mais en blanc. Je sais pas si vous voyez, mais on est à plus de 100 $ le hamac. C'est un truc de malade. Et c'est toujours le même prix, hein. À chaque fois c'est ces prix-là. Allez, un petit tour dans l'artisanat. Il y a énormément de choses. Ah là, on a un hamac, il a les étoiles, mais il n'est pas brodé 60 $. Il n'est pas brodé Venezuela. J'en voulais un comme ça, mais il a le logo, il a les étoiles, mais il n'est pas marqué. Ils avaient aussi l'autre hamac là qui était gravé, brodé Venezuela, mais pareil, il était à 100 $. C'est les prix, hein, mais c'est trop cher. Et c'est un 5 personnes, c'est un grand hamac. Alors Marie, t'as trouvé quoi? La noix de muscade moulue parce que j'utilise souvent. Il y a plein d'épices. Elle double aussi. Comme au Maroc. Et on a trouvé aussi des cacahuètes. Cacahuètes espagnoles. C'est pareil, ça se trouve Oh, pas les petites facilement. graines que tu utilises en mortier, il y a des graines piquantes juste à côté. On peut acheter ça au gramme, quoi. Là, c'est... Attention, c'est la poudre blanche. Ça. Allez, on fait nos petits achats. Oh, Marie, t'as refait le plein d'épices, là, hein? Ouais, ça va vite, ouais. Ouais, ça va vite, c'est vrai. Et dès que je prépare le sel, il y a 1 kilo de sel avec les épices qui part. Non, après, dans tout ce qui est purée ou crème, j'aime bien rajouter de la noix de muscade, mais ça coûte cher. Ouais. Et surtout, quand tu la râpes, à chaque fois, je fais tomber la boulette dans le truc. Donc, j'achète directement en poudre, c'est mieux. Bravo, félicitations. Tu vois, ça, j'étais pas au courant. Tu t'es bien caché de le dire. Ouais, tu m'as vu la faire tomber au moins 3 fois. Allez, on passe à l'étage. Allez, on est dans le stand des hamacs. Mais je crois qu'on va repartir sans hamac parce que c'est vraiment cher. Ah bah il est là celui que je le veux. Le drapeau du Venezuela et l'écriture.
Et ça vaut 100 et quelques dollars. Il était à combien le hamac, Marie? De 110, on est passé Non, à 90. ouais. Non, 110, ouais. Et Avec 90 dollars. 90, je pense que c'est le prix. Mais le truc, voilà, ça fait un peu cher. Alors. Mais surtout, là, c'est pour le garder parce qu'on va pas en faire grand chose. Oui, c'est clair. Ah, et celui-là est différent là-bas, t'as vu? Venezuela en rouge. Alicia, t'as acheté un short? Ouais. Et comment ils peuvent te dire le prix du coup? Bah, ils me demandent, ils pèsent et après ils disent le prix. Au poids. Excellent. J'avais jamais vu ça. C'est grave. 4 dollars un petit short, ça va. Si, t'avais déjà vu ça à Jésus Maria. Au poids, non. La Feria Americana, c'était pas au poids? Non, Ah non? c'était à la pièce. Ah ok. Bon allez, on va manger. On va voir, c'est pas trop cher. Hein. Bon allez, on nous a dit de manger au restaurant numéro 5 qui est je sais pas où du coup, en vrai. C'est là, Cocina Cinco. Ah ouais, la cuisine numéro 5 là, avec le gros je sais pas quoi. C'est quoi ce bazar? C'est une vache. Ah bah elle a une sacrée Une tête. vache sacrée là, avec sa bosse. Et du coup combien? 30 $, on a une paricha, un barbecue pour 5 personnes avec une boisson d'un litre et demi. Ok, allez on va voir. Bah dans un premier temps la petite soupe, elle nous a fait tester la soupe de panse. On n'est pas fan. Du coup on a pris la soupe de Mais viande. c'est pas mauvais la soupe de panse. Ouais c'est pas mauvais mais bon. Allez, ensuite on a le barbecue qui arrive. veux un patate? Petit plateau, fromage de buffalo, saucisse, viande, frites, banane plantain, un repas. Ouais. Bon, on était pressés, mais finalement, quand elle nous a dit qu'il y avait du café qui arrivait, café vénézuélien, du coup, on n'est plus trop pressés. Ah, il faut qu'on y aille parce que dans une demi-heure, la station-service a ferme et on a un pote qui nous a trouvé du diesel. Ouais, ils mettent des pailles dans le café. On a même un petit cadeau du petit restaurant où on est, la cuisine numéro 5. Ils nous ont offert chacun une tasse marquée Cocina Cinco. Super sympa. Muchas gracias. Allez, on repart et en plus, je suis parti avec une petite liqueur à 65 degrés. Elle m'a rempli le verre. Mais qu'est-ce qu'a fait Manon? Passe-le, Jeannette. Qu'est-ce que t'as acheté? Mais il fait 50 degrés. Mais non, c'est comme un pull. Non mais elle est malade. C'est moche, c'est vieux, c'est les années 80. Ça, les années 60. Elle est toujours en avance sur la boîte, t'inquiète pas. Ça y est, on quitte Mérida, on a trouvé du gasoil avec les copains, impeccable. C'est reparti, on est plein. Direction la frontière de Colombie, tranquillement. Il nous reste 8 jours. Go. Combien t'as payé le gasoil? 50 centimes, ok. $2. Allez, premier contrôle à la sortie de Mérida. La Guardia Nationale. Continuez pendant jusqu'à le vert sur essai. Ça arrête sur le côté. Bon allez, on attend, c'est contrôle de douane, du coup ils vérifient les papiers, ils envoient tout à Caracas par WhatsApp, il n'y a pas trop de signal. Bientôt je vais dire utiliser la Starlink, c'est envoyé. Bon ils sont super gentils mais du coup on attend qu'ils nous donnent le feu vert pour avancer. Bon bah là c'est un truc de fou, on a revu Francisco et je tenais à vous redire, si vous voulez faire du tourisme au Venezuela, contactez-le. D'ailleurs on a le stickers là, Transporte Ejecutivo d'Ávila. Et dans tout le Venezuela complet. Si vous voulez des infos, on peut vous filer les contacts. Et sinon, il est sur Instagram avec le même nom là. Bon, on va voir, je crois qu'on va aller voir le café des pères, pas des pères chartreux, des pères Mérida Naos. Le paysage est super joli ici. Dommage, je connais pas le soleil, mais c'est la fin de la journée, il est déjà caché. Et on suit le copain qui est là, juste devant. Et je crois qu'il va venir avec nous voir les pères au monastère. On va devoir quitter la route principale et apparemment c'est une petite route de montagne. On a au moins pour 40 minutes pour monter jusqu'au monastère. Et la route pour aller voir les curés, elle est raide, hein, je vous le dis. Et il n'y a même plus d'enrobés. En tous les cas, ils ont un très bel environnement. Ils sont tout en haut de la montagne. Alors la route elle est comme ça parce que c'est la période des pluies, ça doit lessiver un peu. Ça n'en finit plus de grimper, regardez ça la belle vue qu'ils ont les padrés. Monastère Trapense. Regardez, le monastère est là. Ça va, hein, il n'est pas dégueu la vue. Hein. Et ça y est, arrivé au monastère. Alors la route est pas mal enlacée et heureusement qu'on a les tubes pour dévier les câbles et les tuyaux sur la descente vers le monastère. On s'est garé, maintenant on va faire un petit tour. Bon, je sais pas, un petit tour tard là, tranquille, voir ce qu'il y a. Les petites habitations un peu partout. Allez, ça c'est l'église de, comment ça s'appelle? Trapesse. Ouais, c'est pas possible, on n'est pas à Trappes. On est en 78 du coup. Allez, regardez l'horaire de la messe. 4h45, j'y serai pas. 7h15, possible. Midi 15, c'est pour Marie. 2h15 de l'après-midi, c'est pour les mômes. 5h30, non. Et 7h45, complètement. Je sais pas ce que c'est tout ça. Bon, allez, on continue notre petit tour.
Donc là, ils ont un petit bâtiment du coup qui loue aux touristes. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, Francisco, il a pris une chambre. Et c'est sympa, il y a un petit patio au milieu là. Regardez un petit peu. Ouais, puis il y a pas mal de chambres. Hein. C'est sympa. Tout ouvert comme ça là. Putain, il y a combien de chambres? Francisco, ¿te vas a pasar la noche aquí? Sí. Bueno. ¿Cómo te pueden encontrar a la red? ¿Cómo se llama? Transporte Ejecutivo Dávila. Y en TikTok, Transporte Piso, ahí consigues toda la información de nuestra empresa. ¿Y qué hace? Turismo. Turismo, aventuras, parapente, viajes nacionales, corporativos y turísticos. Todo Venezuela. Toda Venezuela. Brasil, Colombia. Ah, t'as bien? Francia. Ah. Allez, on va aller voir la chambre qu'il a pris. Sa petite chambre. Petit placard. Puede invitar una amiga. Sí. Y acá el baño. Ah, pero grande. Ouais, du coup, il y a une petite salle de réunion pour se poser tranquille. C'est sympa. Hein. Petite photo. Ah non, c'est des petits dessins. Petite peinture. Voilà, on a oratorio. Pour te recueillir, faire une prière. Donc, moi, ce que j'admire, c'est le vernis sur les portes. C'est un truc de ouf. C'est ça que je veux faire à ma table. Un beau brillant comme ça. Allez, la petite salle pour manger. Okay, ils ont du beau mobilier, hein, dis donc. Ils ont les petites sous-tables. Une petite cloche. À manger, à manger, à manger. Bon, ça, c'est juste pour le coin de tourisme. Hein. Bon, là, on est en train de faire un trajet avec Francisco et Marie. Et suerte que yo soy aquí para recuadrar. Sí, se lo olvida, todo hay que decirse a Mari. Allez, on finit le plan pour demain. Attention, attention, attention. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Allez, donc là on est au monastère. Les padres font le café. Donc là il y a la messe. Donc Francisco il est parti à la messe. Et je lui ai dit qu'on le rejoignait. Parce que Marie est pas prête. Elle est toujours à la douche. Et nous la messe, voilà, c'est bien pour aller voir comment ça se passe. Mais après, chacun son truc quoi. Mais lui comme il va à la messe, il est parti direct. J'espère qu'on pourra filmer un petit peu pour vous montrer. Et regardez la vue qu'on a. Sympa hein. On a mis la GoPro à filmer mais Marie l'a mis à la fenêtre de la salle de bain. Et quand j'ai voulu aller me doucher, il a fallu que je l'enlève. Donc vous l'avez pas eu complet le lever de soleil. Le plus important c'était que j'aille me doucher. Allez c'est parti, on part à la messe du monastère Trapèze. Trapézène, non c'est ok. Bon je sais pas si on peut filmer. Donc je vous filme déjà à l'extérieur, vous l'avez déjà vu hier. Et j'essaie de rentrer à l'intérieur. Je vais éteindre le bip de la GoPro déjà. Mais il n'y a personne. Bon, je vous filme comme ça. Parce qu'il n'y a que 4 personnes. Il y a Francisco qui est là. Et j'arrive pas à éteindre le bip de la caméra. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Bon là on va boire un petit café. Il y a 4 personnes dans l'église. Si je commence à ouvrir la porte, on va être grillé direct. Par contre, ce qui est super agréable, c'est que comme ils ont quand même leur vie vraiment consacrée à ça, à la prière à Dieu, ils chantent super bien. Parce que des fois dans les églises, c'est bof. Moi je sais pas. Il y en avait un, on avait cru que c'était Dieudonné au fond. Pareil, la même tête, la barbe et tout pareil. Je crois que c'était lui. Là, faut que vous sachiez qu'on était quand même voisins de Dieudonné. Du coup, j'ai cru que c'était lui. Enfin non, j'ai pas cru que c'était lui, mais il ressemblait quoi. C'est grave. Et regardez au Venezuela comment on roule en moto. Voilà. Ils ont tous des motos électriques. Non je rigole, ils ont tous moteurs coupés partout. Voiture, ils mettent le point mort. Ils usent des plaquettes mais ils usent pas de carburant. Allez, on remonte au camion, on va boire un petit café. C'est parti, on va aux plantations de café. Cassez-vous. Manger. On les a levés du lit, ils dormaient encore. El módulo de abajo, donde vamos a ir ahorita, hay 14.000 plantas. Esa es variedad Catuay. Y este es una variedad Caturra. Está un poquito desmontado, como les digo, tratamos de no usar agroquímicos en la plantación. Deteriora un poco la calidad del café. Deteriora principalmente el suelo. No, claro. Y bueno, por aquí sí pueden observar que hay agroquímicos, pero es porque se controla lo de la cerca. De maleza. Entonces saca todo a la mano para limpiar. Con herramientas. Claro. Du coup, s'il y a des herbes entre les plantes, c'est parce qu'ils ne mettent pas de produits chimiques pour éviter d'abîmer le café. Ça, c'est des petits grains, c'est pas encore mûr. C'est mûr quand c'est rouge. Et ils font la récolte en septembre et octobre sur cette parcelle-là. Abril y mayo, a veces hay cosecha, pero o sea, es muy puntual para la cosecha en septiembre. Ahorita no, claro, están tiernos, están verdes. En este fruto hay un ataque de un insecto que se llama broca. Es la plaga que más ataca el café. El daño que ella causa, ella perfora el fruto. Aquí está, mira. Ah, mira.
Aquí está. Ah, la maté. El bichito Sí. entra por Él la parte de abajo. Exacto, por el ombligo del fruto. Él perfora allí y entra. Antes los controles eran solamente químicos, ahora se están usando controles biológicos. Es un insecto perforador, vuela. Ahí está. Je sais pas si vous voyez quelque chose à la caméra. Como un coquito. On voit un mini Exacto. trou noir là qui marche. El daño que él causa es que se va comiendo el fruto por dentro. Se hace como una fumigación y la función del hongo es que llega, se establece aquí, en el ombligo del fruto. Sí. No deja entrar y la que ya está dentro se muere por asfixia porque no puede salir. ¿Y funciona bien? Sí, funciona muy bien. Cuando el porcentaje de broca pasa del 8 al 10%, ya ahí no vale el control biológico. Ya ahí toca control químico. ¿En cuánto lo tienes ahorita? Se estaba en 2.5 este módulo. Quand il y a 6% des fruits infectés, ils utilisent le contrôle biologique. Trampas Au-delà ecológicas ahorita no las de hemos 10%, puesto. contrôle chimique La des trampa bêtes. La trampa es un pote plástico. Se le coloca un sarché como tipo Bambi de alcohol. Es una mezcla de alcohol de metanol y etanol. Y en la parte de abajo se coloca agua con jabón azul. Entonces la función del alcohol es atraer el insecto. El insecto llega y el olor lo atrae. Pero a lo que se acerca al sarché, el mismo olor lo marea. Y cae rascado. Cae rascado. Y se queda en el jabón. Cae al agua con jabón y allí se queda. En el 2020, cuando la pandemia, prácticamente se abandonó. Las ventas paradas, todo parado. E incluso hubo que retirar personal porque no había cómo cancelarle. La petite bête, elle peut mettre jusqu'à 100 œufs dans un grain. Bah, ça fait beaucoup de bêtes, après ça répond partout, quoi. Así como está ahorita, es el tiempo perfecto de aplicar el hongo. Porque a lo que el grano está empezando a llenar, la broca nomás está empezando a llegar también. 2 y 3. Sí. 3 podas de renovación. Que cuando siempre llega alto, ¿verdad? Se corta para que renove y vuelva a salir otra vez la Pero este tiene 28 años, más o menos. 28 años. Sí tiene 3 años. Aquí se ha podado. Y empieza a producir el frutos a los cuántos años. Cuando es así de rebrote, al año ya da los primeros granos. ¿Y la primera? ¿Sí? Un año sí ya dan grano, pero cuando es la cuando primera se siembra vez. la primera vez, a los 18 meses. Da los primeros granos, pero no mucho. No es mucho. Il y a beaucoup de matière organique. Quand il coupe, il laisse tout au pied pour que ça garde l'humidité et donne de la matière organique aux plantes. 24 000 arbres dans la propriété. Ah, pas mal, hein. C'est beaucoup, ouais. Alors, ils font aussi de l'élevage de vaches, enfin de taureaux. Ils peuvent avoir jusqu'à 60 animaux. 35 taureaux, mais ils peuvent en avoir jusqu'à 65. Je sais pas pourquoi ils en ont que 35. Et pourquoi que des taureaux, je sais pas. Allez, on rentre au milieu du café. Apparemment, ils sont en train de récolter dans cette zone-là. Alors, il n'y a pas beaucoup en ce moment. C'est pas vraiment la saison des récoltes. Mais vous voyez qu'il y a quand même des grains rouges. Donc, les grains rouges, ils peuvent être récoltés. Nosotros lo llamamos cosecha sanitaria. No es una maduración grande. S'ils n'enlèvent pas les grains, même si c'est pas la période de récolter, les grains rouges, ben, ça donne encore plus à manger aux bêtes qui attaquent le café. Le café s'appelle Café del Monasterio. Et ils le font ici. Ah, le café aux États-Unis, ils le vendent à un autre monastère pour aider le monastère à se remettre sur pied. El poder adquisitivo de la gente empezó a bajar. Ya la gente, por lo menos que compraba café monasterio por alta calidad, ya no lo pudo comprar más por el precio. La récolte actuelle, ils ne vont pas l'utiliser jusqu'au bout, ils vont vendre le grain sans le torréfier. Parce qu'ils disent que ce n'est pas un grain de très bonne qualité. Et ils produisent que du café de qualité ici. Donc là, ils vendent le grain comme ça. Nos traemos el café seleccionado y lo que sale de descarte lo vendemos ahí. Pour les vaches, en fait, ils leur donnent du sel mélangé à du sucre de canne en quelque sorte, hein, pour que ça les fasse boire davantage. Et apparemment, c'est apparemment c'est mieux pour eux. Et ça les force à boire parce que du coup, ça leur donne soif. Mais moi, je savais qu'on donnait des fois des pierres de sel là et ils léchaient, mais j'avais jamais vu comme ça. Là, on est au niveau des anciennes installations. Ils séchaient là les grains. Ici, c'était pour enlever la peau du café. Ah si, et là il y avait la partie pour laver le grain, quoi. Le café tombait ici. El brocado, el vano, el seco, el flot, se sacaba. El otro se sacaba por allá y con presión de agua salía de... Ah, la cosa que no se llave. Baja ahí, claro. Ah, c'était
el séchoir. On voit, il y a encore les grilles sur lesquelles, ici, là, était posé le café pour sécher. Et ils utilisaient la vieille coquille de café sèche pour chauffer en dessous pour le brûler. Et laver ici, il fallait le faire sécher avant de le faire brûler. Ouais, ce qui dégageait, en fait, c'est tout est utilisé dans le processus. C'est bien, il n'y a pas de perte. Alors apparemment, il y avait un moteur là qui entraînait cet axe, qui faisait que la plateforme où étaient les grains de café, elle bougeait comme ça pour que les grains de café bougent. Un molino. El funcionamiento. Ah, exacto. Regardez, ils ont même des tomates ici. Il y en a une de rouge là, les autres elles sont vertes encore. Bon, la vue elle est sympa là. Hein. Allez, on arrive à l'installation pour le processus du café. Et là on voit, ils ont mis les grains de café à sécher. Là on a le café sans sa coquille. C'est une machine qui enlève la peau. Une machine à laver. Y él empieza a quitar la pulpa. La concha roja, sí, sí, él empieza a quitar. La concha sale para atrás y el grano sale acá para adelante. Y aquí pasa por este otro cilindro. La que no logra despulpar este, la termina despulpando este. Esto trabaja con presión de agua. Por eso no se usa tanque para lavar ni nada, sino la misma máquina lo lava. La máquina le saca el mucílago y él ya sale listo de tirar a patio. Et au milieu, en plus, ça fait de la sélection. Et donc en fait, il gagne une étape parce que ça enlève toute la pulpe que normalement, en fait, il faut laisser dans un bain pour laver un certain temps. Esto es como una seleccionadora. Él gira lentamente. Lo que es café brocado, café verde, ese café tiene menos peso, es más liviano. Y ese sale hacia acá. Y sale por este lado. Okay. Aquí uno coloca un saco y lo ensaca. Ese no se abre, lo que cae aquí. Uno coloca un saco. Sí, pero se abre el... Te le puede vender por una calidad más baja. Exacto, okay. Que es el que está negro en el patio. Y el bueno sale por acá. Okay. Cae acá. Ahí. Y esto es una máquina, esta es la máquina lavadora. Esto gira a una velocidad, la especie de lavado, y lo va subiendo. Y sale por aquí. Et sale à patio. Effectivement, là, il reste un peu de carapace dessus. Mais c'est surtout, c'est le rebut de café. C'est les grains que la machine a mis de côté. Donc ça, c'est le bon grain. Et ça, c'est le mauvais grain de café. Mais qui va quand même être vendu pour faire du café de moins bonne qualité. Regardez, la carapace, elle est encore accrochée dessus, par exemple. Du coup, ça va rendre sans doute un café plus amer. Et après, il y a les grains qui sont à moitié mangés. Là, on voit la différence. Hein. Il n'y a quasiment aucun grain avec de la carapace. Quelques petits bouts encore, mais pas grand-chose. Ils doivent atteindre entre 10 et 12% d'humidité pour le café. Et ici, dans ce patio, alors vous voyez là, aujourd'hui, on a un jour très ensoleillé. C'est à peu près 40 heures pour atteindre ce pourcentage d'humidité. Après, ils ramassent les grains, ils mettent en sac. Ils le gardent en sac et quand ils ont besoin de préparer, là, ils ramènent les sacs et ils le passent dans cette machine. Ah, ok. Fais voir. Esto se llama tamo. Le grain, il est encore dans une... Avec la concha, dans une autre concha. Il y a l'emballage rouge et après chaque grain a encore un emballage. Il faut passer par cette machine-là pour enlever la seconde peau. À la peau, et ça l'envoie ailleurs. Ça souffle pas, d'habitude on voit que ça souffle, ici ça aspire. Ah ok. Donc c'est une machine à gaz, mais ils l'utilisent jamais parce qu'en fait, comme il fait beau souvent, dans le patio, ils peuvent tout sécher. Sinon c'est une machine à gaz pour sécher les grains. Après, c'est stocké là. Donc voilà, le sac où il l'entrepose avant de passer ici, en fait il est tissé pour que le grain de café puisse encore respirer. Ce grain-là, comme ils estiment qu'il n'est pas de bonne qualité, ils le vendent juste directement comme ça. Ils ne vont pas plus loin dans le processus. Ça, c'est la petite peau blanche qui entoure les grains. Jaune, qui est aspirée du coup. Avant, celle le brûler, comme la carapace rouge. Et maintenant, c'est pour faire de l'amendement pour le sol, mais là, ils n'ont pas assez de monde pour faire un mélange, pour pouvoir ajouter ça dans les sols. Donc pour l'instant, ça reste là. Se le aplican 10 kilos de café verde para que salgan 8, 8,5 en procesado. Esta es una bandeja de enfriamiento que trae la máquina. Cuando él sale de acá, pasa acá, que
él trae como un ventilador. Por lo menos si se tuesta hoy, se deja para envasar mañana. Exacto, para que el café desgasifique. Molino de piedra, de ahí lo pasamos a la dosificadora. Ella ya está todo establecido, o sea, hay que configurarla, es semiautomática. Uno lo que hace es colocar la bolsa, pisa un pedal y cae la cantidad que uno marca allí en la... Siempre como rutina, usted embolsó y la puso aquí para verificar. C'est encore très manuel en fait, même si la machine elle règle la quantité. Ese es bueno. Ça c'est pour fermer les sacs. El saquito viene de la India. Café del Monasterio. Et ça, ils le vendent aux États-Unis, mais lui il est moulu. Celui-là il est en gras. Comme ça. Et ça sent bon ici, ça sent le café. Donc quoi d'autre, Alex? Cacahuètes. Beurre de quoi? Cacahuètes. Tu veux parler, Alex? Bon, alors du coup, on a acheté 2 kilos de café, c'est 14 € le kilo. C'est du café sélectionné. Café sélectionné. Et celui-là, c'est encore plus de qualité. Voilà, c'est vrai, tu me diras, sauf que celui-là, il est joli. Et celui-là, il est vendu aux États-Unis. On arrive à l'avoir ici directement. Et ça vaut 5 $. Mais il y a une petite quantité, hein, il n'y a que 340 grammes. Mais du coup, je me dis, c'est bien de l'avoir. Ça se vend qu'aux États-Unis. Et là, on est au Venezuela et on l'a. Donc du coup, je voulais l'acheter, mais du coup, il me l'offre. Francisco me l'offre. Super sympa. Et on achète 2 kilos de café del Monasterio. Sans l'essayer, j'espère qu'il est bon. Ça y est, on quitte le monastère El Trapense et je crois qu'on va aller voir des cultures de roses. Bon, alors là, Francisco, il est parti au contrôle de police qu'on a passé hier. Je lui ai dit que je voulais une plaque d'immatriculation du Venezuela. Il m'a dit, putain, j'en ai une de ma première voiture et tout, je te la file. Mais on est loin de Mérida. Du coup, il a envoyé un chauffeur à 5 h du matin chez lui. Sa femme a préparé la plaque dans une enveloppe. Son chauffeur est venu jusqu'ici, il l'a déposé à un contrôle de police. Et lui, il est parti au contrôle de police récupérer la plaque. C'est un truc de fou. Bon, j'espère qu'elle est belle. On est dans la zone cafetière et ici, quasiment, ils ont tous des petites cultures de petits plants de café. C'est que des fincas. Il reste seulement 11 minutes. Les grains de café sur la route à sécher. Qu'est-ce qu'il fait? Petit contrôle. Il se lave les dents. Ah bah oui, il avait rien. Non, il n'avait rien puisqu'il a récupéré ses affaires ce matin. Bon là on est en train d'attendre, on va aller voir une zone où ils font du café avec une maison coloniale et tout ça, je sais pas trop quoi. Mais là il y a le prochain gouverneur, du coup on peut pas rentrer donc on attend qu'il sorte. Et là il y a Francisco, il avait oublié de donner les clés d'un véhicule pour aller faire un tour avec des gens, avec un bus, machin. Du coup il donne les clés aux flics et les flics ils connaissent pas, hein, les flics vont amener les clés à Mérida là-bas. C'est un truc de fou. Ils servent de coursier aussi la police. On est dans une ancienne finca coloniale, l'Hacienda La Victoria. Elle est jolie l'Hacienda. Hein. C'est les immigrés qui sont arrivés ici apparemment. Grosse immigration italienne ici. Donc ça c'était après la Première Guerre mondiale. Et en 1922, je crois, le propriétaire qui a fait la finca de café est arrivé. Alors les Paparoni, les propriétaires depuis 1922 de cette finca qui ont fait en quelque sorte un centre pour récupérer le café, le traiter et l'envoyer dans le monde entier, c'est ça? Ouais, l'exportation mondiale. Bon, il y a eu une forte immigration au Venezuela. Là, on voit des photos d'époque et sur différentes périodes parce que là on voit 1889 à 1969. Après ils sont venus travailler dans différentes choses, les industries, la production, le chantier, la culture. Calogero Paparoni, c'est lui le propriétaire de cette finca en 1922 qui a fait de l'exportation de café. À l'époque, le café il partait à dos de mule, je sais pas si vous voyez avec les reflets, jusqu'à une ville à côté qui s'appelle Vigia pour après prendre le train et être exporté. Et là où on s'est garé, en fait, ici, c'était l'ancienne route qui passait là, il y avait un pont. Ils l'ont abattu quand ils ont fait le nouveau pont, puisque maintenant la route, elle passe là. Alors là, on est dans une salle de réunion. Je sais pas si vous voyez la taille de la table. Ouais, il y a le nouveau gouverneur qui était assis tout à l'heure. La table, elle fait au moins 8 mètres de long. Alors la posada ici, elle est très ancienne. Tous les toits ont dû être refaits parce qu'ils s'étaient effondrés, donc ça a été refait à neuf. D'ailleurs, ça se voit. Voilà, ici, ce
processer le café, je sais pas si on dit ça. Enfin, il y avait tout le processus pour aller de la torréfaction jusqu'au café moulu. Donc ici, ils utilisaient que la force de l'eau pour faire tourner tout le système. La carapace du café, elle tombait là et elle partait par là, hop, direct au rayon. L'eau, elle passait là-dedans, ça faisait tourner cette poulie et ça entraînait tout derrière. Les piscines qu'on a vues là, c'était pour enlever toute la pulpe du café. Donc ça passait d'une piscine à l'autre, arrivé à la troisième piscine, le café était sans pulpe et il n'y avait plus qu'à le faire sécher avant d'enlever la petite peau. Quand c'était la mauvaise période et qu'ils ne pouvaient pas sécher le café dehors, ça prenait 8-9 jours. Ils avaient une machine ici, pareil, pour sécher le café, qu'ils le faisaient en 24 heures. Oh, la machine là, donc, elle séchait le café au feu de bois. Il y avait un cylindre tout autour de ça qui permettait d'avoir le café et ça tournait, ça enlevait l'humidité du café. Le cylindre là, c'est là qu'il y avait le feu et ça soufflait l'air chaud du coup qui venait atterrir sur la roue où le café tournait. De là partait un tuyau qui venait juste à ras de là pour sécher le café. La taille de la turbine. Alors je vous jure, des fois c'est dur de suivre les visites parce qu'on comprend pas forcément tout ce que la personne dit, puisque lui il parle un peu dans sa barbe par exemple, ou alors les gens parlent très vite. Et une fois que moi je vous explique, lui est déjà passé à autre chose, donc j'ai raté le début. Donc c'est pas toujours évident de traduire les visites qu'on voit, mais en tous les cas vous voyez des installations vraiment anciennes, assez ingénieuses je trouve. Là on a l'ancien panneau d'entrée. Hacienda La Victoria. Bon alors ça par contre on sait pas comment c'était entraîné la turbine, on n'a pas trouvé. Ça pouvait être entraîné électriquement ou alors aussi avec de l'eau via un système de courroie, je sais pas. Parce que là manuellement on peut le faire tourner ce truc là, mais c'est super lourd. Donc là il y avait un autre système qui fonctionnait autrement. En 1980 je crois, ils ont tout refait du coup tout ce qui est bois. Les murs sont originaux, les sols en pierre sont originaux. Mais et les tuiles aussi je crois que sont originales, mais ils ont refait toute la partie bois, c'est pour ça que c'est aussi beau. Une grande salle de réunion. En fait là tout autour il y a comme des rampes là, c'est pas une marche, parce que quand ils mettaient le café à sécher ici, dès qu'il flottait, ils poussaient tout à coups de balai à l'abri. Cette zone là quoi, qui est tout en pente et non pas en marche. Alors là il y a l'air d'avoir des salles de classe et comme il nous a dit, en fait c'est une succursale cette partie là de l'université, c'est des étudiants. À l'époque cette petite place c'était le coin des mules. Les mules arrivaient avec le café et là-haut ils montaient le café pour le verser dans les machines qui enlevaient la carapace du café. On suit le chemin des mules qui repartaient vers le campo, vers les cultures. C'était peut-être des blocs qui étaient coulés sur place comme ça. Ça s'appelle cambour. C'est une sorte de banane. Quand elle est jaune, on peut la manger un peu comme une banane, mais ici ils ont vraiment la culture de manger les bananes vertes. Ils les écrabouillent et ils les fritent. Et ils mangent ça avec du fromage. Ils mangent beaucoup de choses avec du fromage. Par contre, le fromage, c'est surtout le goût de sel qu'il a. Alors, les terres autour de la finca sont encore utilisées pour la culture. C'est plus l'estancia, là. Maintenant, elle sert plus pour faire des réunions et de musée. Mais elle n'a plus sa fonction de traiter le café. Et finalement, la Hacienda n'a pas fait du café très longtemps. C'était de 1922 à 1958. Et après, elle est restée abandonnée pendant presque 30 ans. Et elle avait, je sais plus, 300 ou 400 hectares. Et au final, maintenant, s'il lui reste pas grand chose en hectares, 30, je sais pas compris ce qu'il m'a dit, mais pour autant, tous les terrains sont cultivés autour. Il y a des familles, en fait, qui se chargent de cultiver le terrain. Et ici, il y a un petit coin café, très joli. Voilà, on est sorti faire des photos parce que les XTG au Venezuela c'est un truc de malade hein. Et on va prendre une agua panela, on va se rafraîchir un petit peu. Et du café, parce que forcément ils vendent du café. On est en train de se boire une petite agua panela dans un endroit spectaculaire. Et c'est Venezuela. Je suis obligé de vous laisser parce que je vais profiter de ce moment. Contrôle qui contrôle pas. La Guardia. Bienvenue à Santa Cruz del Mora, la terre du meilleur café. C'est vrai qu'ici il y a du café partout. Bon, Francisco, il nous ramène des bananes. Ah, il nous les donne gratuits. Gracias.
Gracias. Mira. Espectacular. Esto se llama bocadillo. Bocadillo. Bon, regardez ce qu'on a pris. Du coup, toutes les bananes. Un truc de fou. Et Marie, on a acheté 4 kilos d'oranges. Petit V6. Voilà. Ah. 4 kilos d'oranges. Oui, parce que c'était 2 kilos pour $1. Pas cher, hein. Et ça, c'est pour Manon. Ouais. Et la banane. Et ça, c'est offert, je sais pas comment ça vaut en réalité, parce que je lui ai donné $5 pour les fruits. Bah si. Je l'ai payé quand même, mais en fait, du coup, ça fait $3 pour les bananes, mais je pense que ça valait plus. Muchas gracias, amigo. No, a la orden para servirle. Gracias. Bienvenido, que le vaya muy bien, que disfrute. Si quieres fruto, te paras aquí. Gracias, On est arrivé à Tovar et on va continuer un peu plus loin. Et regardez le bus, c'est un Marco Polo, normalement c'est moteur Scania. Et là ils ont mis un moteur de Mack avec une boîte Fuller du même camion. Et regardez le système, quand le ventilo il est en route, ça c'est en l'air. Si le ventilo il fonctionne plus, paf, et ça vient faire contact ici, ça allume une lumière au tableau de bord. Non mais c'est génial. En fait il est en l'air avec le vent, ouais, délire. En tout cas ils ont adapté un moteur Mack sur un bus Marco Polo. Bon allez, on va voir un petit match de baseball là, de petits gamins. Catégorie junior. ¡Batalla, señores! C'est au taquet les mères. Ahí viene el lanzamiento, cerrando la ula, patacito de play. Ambas escuelas se merecen un buen aplauso porque han brindado un excelente espectáculo. ¿Dónde está? ¡Ay, Venezuela! ¡El mejor país del mundo! ¡Claro! Ouais, ils ont déchargé sur la route, normal. Ah, c'est pour protéger le trou, ça c'est beau de la route. Au lieu de mettre une petite signalisation, une petite rue balisée, vide un camion entier de cailloux. On arrive à Bailadores. Et ici, il y a une cascade. Je sais plus comment elle s'appelle. Indio quelque chose. Indio Wahoo. Ouais, un truc comme ça. Et elle ressemble à un petit Salto Angel. Alors je sais pas si vous la voyez dans le fond, mais on voit la cascade. Allez, je pense que ça va être notre dernier arrêt touristique de la journée. Ah, moi je suis morte. En fait, c'est super ce qu'on fait, mais c'est pas pour nous. C'est trop soutenu comme rythme. Ah bah, c'est surtout que j'ai dû ouvrir l'œil à 5h30. Je me suis mise à filmer le lever de soleil et puis on s'est pas recouché en fait. Et vu qu'on s'est couché à 1h, je sais pas, je suis fatiguée quoi. Tout est possible au Venezuela. Là on est à un parc national. Et il m'a dit sors le drone. Je dis normalement c'est interdit. Du coup il a demandé, ils ont dit oui c'est interdit. Il a dit bouge pas, je passe un coup de fil. Je vous dirai après. On entre à la cascade, donc c'est un parc. Normalement il n'y a pas le droit de faire du drone mais on sait pas. Venezuela. On va voir parce qu'apparemment il y a déjà plusieurs personnes qui ont perdu leur drone à cause du vent. Et Julien a fait le malin. Bon, il n'y a pas de vent ici. Après en altitude au bord de la Fesse, peut-être qu'il y a des courants d'air, mais le drone il résiste quand même vachement bien au vent. Après ils avaient peut-être des petits drones. C'est visite en groupe. C'est mignon. Petit pont. Voilà, on peut pas démarrer le drone d'ici déjà. Il n'y a pas de trouée. Il y a même quelqu'un du gouvernement qui vient de l'appeler. Et là c'est bon, on a l'autorisation. Et ça c'est un tuyau qui achemine l'eau potable. Ils veulent vraiment développer le tourisme et pas embêter les touristes. Mais du coup, ils font même des passe droits quand tu connais les bonnes personnes. Il y en a, ils sont chauds, ils le font en courant. Allez, pourquoi pas. On est juste à presque 2000 mètres d'altitude, tout va bien. Alors voilà la cascade. Le vrai c'est que vu d'ici, on se rend pas du tout compte de la taille de la cascade. Regardez que c'est beau. Avec l'arc-en-ciel, c'est trop beau. Et les enfants, ils se baignent là. Elle doit pas être très chaude. Hein. Alors Alex, C'était un arc-en-ciel. t'as touché l'arc-en-ciel? Ah, je suis pas sûre, mais je crois que Moi je crois qu'on était dans l'arc-en-ciel. Qu'est-ce que vous en pensez? il était derrière nous et Alex a touché. Eh ben tout le monde peut pas dire qu'il a touché un arc-en-ciel. Félicitations. On est gelé. On est parti faire des photos dans la cascade. On est gelé.
Et Pépère, il essaye de faire voler son drone en bas. Regardez, en quelques secondes, il y a le brouillard qui commence à se mettre sur le haut de la cascade. Je n'arrive pas à déconner le drone, il trouve pas de signal de satellite suffisant. C'est normal, on est trop enfermé là. Le nuage est descendu tellement vite qu'on voit pas grand chose avec le drone. Apparemment, il y a 12 cascades successives à voir. Et là, on a peut-être vu jusqu'à la 4e, pas sûr. La princesse Karou, désespérée par la mort de son époux, mourut à son tour. Le dieu de la montagne, secoué par cette démonstration d'amour surhumain, récolta les larmes de la princesse et les versa dans l'espace pour qu'elle retourne aux siens. Ces larmes se transformèrent en l'eau qui donna vie à la cascade de la princesse Karou. On est à Bailadores. Ça, c'est l'église du village. Et comme dans tous les villages, bah, ça, c'est la place Bolivar. Parce que toutes les places centrales s'appellent place Bolivar dans les villages du Venezuela. Photo. Alors ça, c'est une église de 1830. Il y a un tremblement de terre qui l'avait effondrée. Et elle a été reconstruite. Et ça, c'est le patron des paysans. San Isidro. Ah, et c'est ce week-end qu'ils font une caravane, je crois, qui traverse la ville avec les bœufs, les voitures décorées avec des fruits et des légumes. Buenas. Oh, il y a une belle porte là. Jésus. J'ai pas besoin d'un confessionnal, moi. C'est pas du vrai, non? Chapelle là, et ici on a la Vierge de la Miséricorde. C'est une belle église, hein. Et alors on va redemander, mais le monsieur là, il le considère comme un saint. Je sais pas s'il a encore été considéré comme saint ou pas, je sais plus son nom. Alors c'est fou ça, le pape juste avant de mourir, 3-4 mois avant, il l'a passé saint, donc c'était un docteur, Don José Gregorio Hernandez, si je dis pas de bêtises. Il soignait les gens gratuitement et apparemment il a fait beaucoup de miracles. Donc c'est vraiment considéré comme un saint au Venezuela. On le retrouve partout où il y a des lieux de culte de la Vierge. Et là, je sais pas si vous vous rappelez qu'à Maracaibo, on a été voir une basilique et que il y avait en fait une table de bois qui servait à laver où la Vierge était apparue. Ça, c'est une réplique de ça, cette table qui est dans l'église, dans la basilique de Maracaibo. Si, regardez tout en haut de la coupole, il y a une colombe. Je sais pas si vous la voyez. Ouais, je crois. C'est une très belle église, hein. Bon, on vient d'arriver chez des copains de Francisco. D'ailleurs, regardez, il m'a sorti la plaque d'immatriculation, impeccable. On a une plaque du Venezuela. Je suis déçu parce que ça aurait été bien d'avoir des plaques un peu de tous les pays. Et là, on est chez ses copains et on va voir si on peut filmer un petit peu l'asado. Allez, on se fait le petit apéro et là, le yuca. Oh la vache! Ah, pero fuerte! Tu m'étonnes qu'ils mettent pas très longtemps à le cuire, le yuca. Pourtant, on est à cuánto altura? 1920, non? C'est quasiment 2000 mètres. Un poquito dura. Esta es la yuca, mire, ¿ves? Se sancocha. Pero no la frita, la cocina así y listo. Sí. Ah, la frita después. No, ah, así. Ok, así. ¿La quiere fritar? Sí. Se puede freír con la grasa de cerdo. Ah, claro. Putain, le feu. La bouteille de gaz là-bas, énorme. 2000 mètres d'altitude, ça se voit qu'il y a un petit peu de vent quand même. Et là, on va se prendre un petit apéro tranquille. Bueno, ¿qué se toma a Venezuela? El Santa Teresa, claro. ¿Y ese? Miche andino o miche callejonero. ¿Pero qué hay adentro? Hinojo, panela y eso se fermenta. Ah, panela. Sí, usa panela. Hinojo y se fermenta en un proceso que se llama destilación. Sale el claro, con un alambique. Un alambique, claro. Con un alambique. ¿Y a qué hora se toma eso? Se toma a cualquier hora, dependiendo, entre más frío hace, más se toma. Pero una vez que toman el frío y baja, lo perdimos. Claro, regardez la porte, comment elle est énorme. Et là, en fait, elle est petite. Oh non, elle est pas petite, elle est quand même balèze. Es espectacular. Bienvenido a Venezuela. No, qué bueno. Con la vista a la montaña. Aquí hay un espejo invisible. Claro. Fantasma. Putain, la vue.
Voilà, vous voyez pas grand chose du coup. Mais c'est sympa là. Putain, c'est sympa le petit bar en pierre et tout, tranquille. Ça, c'est le Venezuela, les gars. Oh la vache. Trop bien. Bon, on monte à l'étage. Putain, la porte, elle est spectaculaire. Regardez, pour faire une chambre ici là, trop bien. Avec la vue là. Oh, génial. Et là, on se croirait à Euro Disney là. La descente d'escalier là, j'aime trop ça. C'est stylé, hein. Des vitres partout. Et du coup, il a payé ça 30 000 balles. Bah, même pas, 25 000 euros quoi. Et là, le petit coin terrasse. Ah, mais là claro. On a stationné le camion là, tranquille. Et Santa Teresa, Venezuela, por favor. ¿Con coca vos lo tomas o puro? Puro. Ah, yo con coca. No se puede perder. No, claro. ¿Cuántos años de...? No, ese no es el más caro, pero es bueno, está bien. No se puede perder. No, no, claro. Un ron no se le coloca agua, no se le coloca hielo, no se le coloca Coca-Cola. Esto cuesta mucho hacerlo para tener un sabor especial. Claro. Como este ron es muy bueno. Se toma puro, igual que el whisky. Claro. Vas a tener una botella de whisky 15 años añejando y le vas a echar Coca-Cola o una soda o agua. Nada, se toma puro. ¿Qué te parece? Ah, pero así. Así, Venezuela. Ajá, sí que se toma. Allez, c'est l'heure de la viande. Et du coup, là, il prend avec le gras de porc. Et ensuite, il met la viande. Un peu comme le disco argentin, finalement. Dans le même style. ¿Qué pasó con el segundo? No, me echó a perder el rizo. Allez, la viande. Il voulait pas mettre de margarine. Il a dit, qu'est-ce que tu fais? Donc ça, c'est le barbecue vénézuélien. Non, là c'est parce qu'on n'a pas beaucoup de... Ouais, de temps. Pas qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est qu'il est déjà tard. Il fait pas chaud. Et du coup, il a dit, on va tracer comme ça ira plus vite que le temps de prendre du charbon. En plus, avec le vent qui Claro. ça aurait tardé. Et Francisco de Venezuela, ¿cómo se hace el sal? Mira. Allez, comment la viande alors? Ah, Manon? Alex? Très bonne. Ouais. Marie? Ouais. C'est meilleur que les goûteux Venezuela. Ouais, claro. Ils sont durs. Elle est quand même un peu dure. Elle est quand même un peu dure, mais elle est bonne. Elle a du goût. C'est ça le truc. En fait, elle a du goût. Elle est super bonne. Avec le petit yucca et tout. Ça arrive pas souvent, mais je suis content d'avoir mon escalier qui se met de ce côté-là. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.